Aujourd'hui, première vidéo d'une série de 3 sur les engrais verts avec Yves Gagnon. Dans cette première vidéo, Yves va nous enseigner toute la partie théorique, l'utilisation, les différentes espèces, la préparation du terrain et nous faire des démonstrations de comment il utilise les engrais verts au jardin du Grand Portage. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Semences du Portage, boutique spécialisée dans la vente de semences et dans tout ce qui gravite autour du jardinage. Bonjour Léandre, bienvenue chez nous à nouveau. Là, on va travailler sur une vidéo éducative sur les engrais verts. Alors, c'est vraiment une passion pour moi, les engrais verts. Je travaille avec cette technique régénérative depuis 45 ans. En fait, quand je suis arrivé au Jardin du Grand Portage, la première chose que j'ai faite, c'est des cultures d'engrais verts. Donc, j'ai vraiment développé une passion pour les couvre-sols vivants. Et dans le cadre de cette vidéo éducative, je vais essayer de partager avec toi puis avec tous nos auditeurs mes connaissances sur ce sujet-là. Alors, c'est quoi un engrais vert? C'est une culture qui est destinée à être retournée à la terre pour l'enrichir, la structurer, l'assainir aussi, parce que les engrais verts contribuent à nettoyer un terrain qui aurait été envahi par des adventices, par exemple. Donc, les engrais verts ont beaucoup d'avantages et selon les espèces qu'on va établir comme engrais verts, on va avoir des résultats qui vont varier. Donc, en culture d'engrais verts, évidemment, il y a le sarrasin qui est quand même assez reconnu comme une espèce qu'on cultive comme engrais vert. Et le gros avantage du sarrasin, c'est que c'est une espèce assainissante, donc qui va contribuer à contrôler les plantes adventices qu'on appelle communément des mauvaises herbes. Alors ici, c'est du sarrasin là, qui a à peu près 2 semaines. Là. On voit son feuillage d'un beau vert lime. C'est vraiment une belle plante. Et puis, dans 3 semaines, ça va fleurir. La floraison est blanche. Ça attire une quantité phénoménale d'insectes pollinisateurs. Le nectar du sarrasin est extrêmement apprécié par une panoplie d'insectes bénéfiques. Donc, on a beaucoup d'avantages à cultiver du sarrasin puis à le laisser fleurir un certain temps. C'est très profitable pour la biodiversité. Donc, il y a le sarrasin, il y a le pois fourragé que j'aime bien faire au printemps pour enrichir le sol en azote, entre autres. Il y a l'avoine aussi, qui est une culture qui est beaucoup utilisée comme engrais vert. Donc, comme le pois fourragé, ça ne gèle pas, l'avoine. Donc, souvent, on peut combiner les deux, avoine et pois fourragé. Donc, comme engrais vert de printemps, c'est très, très intéressant. On a la facélie qu'on va établir tantôt en culture intercalaire. On a le trèfle, on a différentes espèces de trèfle, le trèfle blanc, le trèfle rouge. Et j'ai établi, il y a 2 semaines, le trèfle incarnat, qui est un très beau trèfle qui fait une floraison rouge, vraiment un rouge bétant, là. Donc, on peut le faire aussi pour la beauté. C'est un couvre-sol dans une parcelle qu'on n'utilise pas une année. Donc, c'est une espèce de jachère. On repose cette parcelle-là, puis on met du trèfle. D'une part pour la beauté, puis aussi pour occuper l'espace, travailler la structure du sol, enrichir le sol en azote, en matière organique, etc. Donc, on fait des engrais verts pour toutes sortes de raisons. On peut faire des engrais verts pour préparer un nouveau terrain. On peut faire des engrais verts pour régénérer une parcelle dans la rotation des cultures, dans le plan de rotation. Alors, à titre d'exemple, moi, je commence ma première année avec des cultures gourmandes, des cultures voraces, les tomates, les cucurbitacées, le maïs, par exemple. Donc, ces cultures-là reçoivent de bonnes quantités de compost. Après ça, je vais travailler la 2e année avec des plantes moins gourmandes, plus frugales. Donc, ça peut être les oignons, les haricots, les pois, les pommes de terre. Et la 3e année, je vais faire des cultures intensives d'engrais verts. Donc, je peux faire jusqu'à 3 engrais verts consécutifs. Donc, c'est une technique qui assainit le sol, qui permet d'enrichir le sol aussi en éléments nutritifs. Hein? Le pois fourragé joue sur l'azote. Le sarrasin, il va améliorer la disponibilité en phosphore. La facélie, c'est une plante qui apporte beaucoup de matière organique. Le seigle d'automne, il y a plusieurs avantages. On va en parler la prochaine fois que tu vas venir, mais le seigle, c'est une plante extraordinaire comme engrais vert d'automne, dans le sens qu'il y a un chevelu de racines vraiment important
important. Donc, ça travaille au niveau de la structure du sol. On a aussi des bénéfices de prévention de lessivage, de prévention de l'érosion aussi. Donc, beaucoup d'avantages à travailler avec du seigle. L'avoine peut être utilisée aussi à l'automne pour créer des couvre-sols pour protéger le sol à la fois de l'érosion et du lessivage. Donc, je travaille à peu près avec ces espèces-là, puis pendant la vidéo, je vais vous montrer un tout petit peu comment je les utilise, puis on va revenir sur les bénéfices de chacune. Donc, quand on est arrivé ici en 1980, Diane et moi, toute la surface qui est en culture, qui est devenue les jardins du Grand Portage, c'était une prairie. Donc, une prairie dans laquelle il y avait beaucoup de chiens-dents et des plantes indigènes communes, dont de la chilée millefeuille, de la sclépiade évidemment, de la verge d'or, de la vèche jargeau, des épervières, une dizaine d'espèces communes de prairies comme on en trouve dans toutes les prairies du Québec. Évidemment, on n'est pas capable de semer des carottes dans une prairie. Hein. Il faut détruire la prairie pour créer de la terre qui est apte à recevoir à la fois nos plants et nos semences. Donc, moi, j'étais débutant à ce moment-là en agriculture biologique. Je me fiais un peu à ce que les gens faisaient sur le rang ici. C'était un rang où c'était principalement la production laitière qui se faisait. Donc, mon voisin, Arthur Pichette, a collaboré avec moi. Donc, le premier automne, il est venu faire un labour, pas trop profond. Alors, le labour, ça découpe des bandes de sol, ça les retourne. Donc, ça contribue à détruire la végétation, du moins à l'affaiblir. Parce qu'avec un labour, on ne va pas détruire les espèces indigènes qui sont très adaptées et établies depuis longtemps, mais ça va quand même contribuer à les affaiblir puis à les mettre un peu en pourriture. Et Arthur, le printemps suivant, Arthur Pichette, il est revenu avec sa herse à disque. Donc, la herse à disque, elle fragmente les bandes de labour. Et là, après le deuxième passage à la herse à disque, j'étais capable de faire un semis de sarrasin. Donc, ce que j'ai fait, une fois les risques de gel passé, parce qu'évidemment, il faut savoir que le sarrasin, ça gèle. Donc, à l'époque, il gelait encore au début juin. Donc, on attendait le 10-12 juin pour faire notre semis de sarrasin. Et là, le sarrasin s'installe. Donc, après 2 semaines, il y a à peu près cette apparence-là. Après ça, il va fleurir. Et le sarrasin a vraiment une bonne réputation pour étouffer la compétition. Donc, comme la surface du feuillage du sarrasin, on le remarque très bien ici. Hein? En dessous, il n'y a presque pas de lumière qui peut traverser parce que le feuillage du sarrasin va bloquer l'accès à la lumière des plantes indigènes qui essaient de se réinstaller d'une certaine façon. Donc, ça les affaiblit. Et le sarrasin, dans ce contexte-là, où on veut préparer un nouveau terrain, on le laisse fleurir. Évidemment, je l'ai déjà dit, la floraison est très bénéfique pour les pollinisateurs. Et à la fin de la floraison, le sarrasin, il a comme fait sa job. Et puis, il est encore gorgé d'éléments nutritifs. Donc, j'ai procédé à son enfouissement. Donc, évidemment, quand on enfouit sur des grandes surfaces, on ne peut pas faire ça à la main. Là. Ça fait que moi, j'avais déjà une motobêcheuse. Et un certain problème qu'on rencontre avec la motobêcheuse et l'enfouissement des engrais, c'est que si l'engrais vert est un peu ligneux, donc si la tige a développé de la lignine, au lieu de couper la tige quand elle est herbacée, quand elle est jeune, les tiges ligneuses pognent dans les dents de la motobêcheuse puis ça bourre d'une certaine façon. Puis à un moment donné, on a un gros moton de sarrasin, puis là, la machine a fait plus sa job. Donc, ce que je recommande aux gens, c'est de couper l'engrais vert avant de passer la motobêcheuse. Alors, à l'époque, je ne le savais pas. Donc, j'ai fauché avec une faucheuse comme ça, mais j'ai fauché au sol. Fait que je me suis retrouvé avec des longues tiges de sarrasin, puis ça a tout bourré dans mon autocuteur. Je suis toujours obligé de défaire ça avec un couteau. Ça prenait un temps fou, etc. Mais aujourd'hui, ma stratégie est différente. Donc, si je travaillais sur des grandes surfaces avec une faux comme ça, je couperais à différentes hauteurs pour faire des segments d'à peu près 20 cm qui ne vont pas pogner dans la motobêcheuse. Là, mes parcelles sont moins grandes qu'à l'époque. On va le voir tantôt. Je travaille avec un taille-herbe qu'on appelle communément un weed eater. Puis je passe dans mon engrais vert à différentes hauteurs. Encore une fois, pour faire des segments de 20 cm, ça jonche le sol. Et là, on peut tout de suite procéder au semis de l'engrais vert suivant quand on fait un engrais vert
qui va suivre le sarrasin. Alors, je reviens à mon expérience de 1980 quand je préparais un nouveau terrain. Donc, j'ai suivi avec un seigle d'automne. Alors, le seigle d'automne, ce qui est intéressant, c'est que ses parents avec le chien-dent, c'est une plante de la même famille, mais qui va compétitionner le chien-dent résiduel d'une manière extrêmement efficace. Donc, le seigle va s'installer, puis il va étouffer ce qui peut rester de chien-dent qui a déjà été affaibli par la culture de sarrasin. Donc, le seigle, ce qui est intéressant, c'est que c'est une culture qui résiste à l'hiver. Donc, ça va survivre à l'hiver. Alors, ce qui fait le seigle, quand il pousse, il récupère les éléments nutritifs qui sont issus de la décomposition du sarrasin, parce que le sarrasin, quand il est enfoui, il se décompose. Donc, il libère des minéraux dans le sol. Si on ne fait rien après l'enfouissement du sarrasin, bien, ces éléments minéraux peuvent être lessivés, donc c'est une perte. Alors que si on fait un engrais vert après le sarrasin, bien le seigle, il va récupérer les éléments nutritifs, il va les fixer dans ses organes aériens et souterrains, il va les stabiliser pendant l'hiver sous forme organique. Et le printemps suivant, le seigle reprend sa croissance, donc on a un beau verdissement, c'est verdoyant, c'est très beau à voir. Puis je l'enfouis avec la motobêcheuse autour du 10-15 mai. Et là, je prépare ensuite mes parcelles pour mes cultures voraces. Donc, c'est mon principe de rotation sur 3 années. Plantes voraces, plantes frugales, engrais verts. Donc, je fais ça depuis 45 ans et ça donne d'excellents résultats. On a une fertilité croissante au Jardin du Grand Portage. On n'a jamais observé de perte de fertilité dans nos sols. On a toujours des résultats spectaculaires avec à peu près toutes les cultures. Donc, de travailler avec des engrais verts intégrés dans la rotation, c'est vraiment intéressant. Donc, pour préparer un nouveau terrain, c'est comme ça que j'ai fait quand je suis arrivé. Donc, une succession de travaux mécaniques au printemps. Ensuite, du sarrasin suivi d'un seigle d'automne qui est enfoui le printemps suivant. Maintenant, si on travaille sur des petites surfaces, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on a une pelouse, puis on veut transformer la pelouse en terre cultivable. Bien, c'est plus facile qu'avec du chien-dent parce que les graminées qui composent une pelouse, en principe, sont moins adaptées, donc sont moins tough. Donc, on pourrait, à titre d'exemple, sur une surface de 100 mètres carrés, plus ou moins, peu importe, au printemps, quelqu'un qui n'a pas de motobêcheuse, il pourrait louer une motobêcheuse, par exemple, puis rentrer dans sa pelouse juste pour fragmenter la terre, passer 2-3 fois, parce que là, on la loue, on a payé pour la location, donc on va l'utiliser, puis on va brasser la terre, puis on va fragmenter la couenne de pelouse qui est là, et puis ça va nous permettre, après ça, de faire notre semis de sarrasin. Cette journée-là, la même journée, tu sèmes le sarrasin dans les débris de pelouse, et c'est le même principe que ce que j'ai fait. Donc, le sarrasin pousse. Une fois que la floraison est terminée, on peut travailler avec un taille-herbe ou même avec des cisailles pour une petite surface. Puis ensuite, on fait notre semis de seigle. Mais le seigle, c'est tough à détruire. Donc, ceux qui n'ont pas une capacité physique importante, on peut travailler avec de l'avoine. Donc, l'avoine a le même comportement que le seigle à l'automne, sauf qu'il va mourir pendant l'hiver. Donc, rendu au printemps, on n'a pas la problématique de l'enfouissement du seigle. Avec l'avoine, on a juste de l'avoine au sol, séchée, finalement. Mais c'est sûr que il y a plus de bienfaits pour la terre d'enfouir un engrais vert de seigle vivant et vibrant que d'enfouir un petit tapis d'avoine séchée. Tu sais, c'est sûr. Mais quand on n'a pas la capacité, quand on n'a pas de motobêcheuse, bon, on peut faire les choses manuellement. Donc, l'enfouissement de l'engrais vert peut se faire avec une bonne griffe ou même avec une fourche. On peut faire ça, tout ça manuellement. Donc, pour revenir à la préparation d'un nouveau terrain, je vais compléter cette première partie-là en disant qu'on peut aussi, au lieu de travailler avec la motobêcheuse au printemps, on peut à l'automne mettre un couvert de feuilles, un 20 cm de feuilles sur la partie qu'on veut transformer en terre cultivable. On laisse les feuilles en paillis faire leur job de faire pourrir la pelouse. Puis quand vient le temps de semer le sarrasin au début juin, bien, on tasse les feuilles, on travaille la terre avec la fourche ou avec une bonne griffe robuste, ou encore une fois, on peut louer une motobêcheuse si on préfère le faire à la motobêcheuse. Et là, on fait le semis de sarrasin. Il y a une mode aux toiles occultantes
mais moi, j'essaye de ne pas utiliser de plastique dans mon existence. Je n'aime pas le plastique, je déteste le plastique. On va travailler tantôt avec le tailleur, mais Weed Eater, puis c'est du plastique. Le plastique, c'est rare, hein? Puis ça s'en va dans mon jardin. Je déteste ça. Mais bon, on peut travailler aussi avec des toiles occultantes qu'on installe au mois d'août l'année d'avant. Évidemment, ça va faire mourir la végétation. Au printemps, on ôte la toile occultante. On travaille le sol, soit manuellement à la motobêcheuse, on sème le sarrasin. Après ça, à l'automne, on met de l'avoine ou du seigle et le tour est joué. Donc, voilà pour la préparation d'un nouveau terrain. Alors ça, c'était la première partie que je voulais aborder. Deuxième partie, ben là, on va parler de l'utilisation de la technique des engrais dans une rotation des cultures. Donc, on peut avoir des rotations sur 4 ans, sur 5 ans. Moi, ici, j'ai une rotation sur 3 ans. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, la première année, plantes voraces, donc tomates, aubergines, artichauts, cucurbitacées et maïs. Beaucoup de compost, du fumier de poulet. Ah ouais, on engraisse ça, il faut que ça pousse. J'ai des bons résultats. L'année dernière, comme j'ai fertilisé beaucoup l'année précédente, ben là, je vais travailler avec des composts de feuilles qui sont moins riches. Donc, je vais amender quand même un tout petit peu, mais ça va être moins généreux que la première année parce qu'évidemment, il reste des éléments nutritifs dans le sol. Donc là, je vais cultiver mes choux. Les choux, je vais les nourrir un peu plus parce que c'est un peu plus gourmand que des oignons ou des carottes. Mais je mets mes choux, je mets mes carottes. Mes betteraves, mes haricots, mes pois, mes pommes de terre la deuxième année. Donc, je réussis bien mes cultures. Puis, la troisième année, ben, c'est des engrais verts intensifs. Donc, toute l'année, je vais faire des engrais verts. Et souvent, puis pas souvent, tout le temps, je fais 3 engrais verts consécutifs. Alors, j'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai travaillé beaucoup avec de la févrole, mais maintenant, je travaille au printemps avec du pois fourragé. Alors, si tu veux bien venir regarder ici, on va aller juste tout proche ici et on va regarder la parcelle ici où il y a eu du pois fourragé. Alors, ça, c'est du pois fourragé ici qui est prêt à être détruit. Donc, à côté, c'est du pois fourragé qui a été travaillé au taille-herbe hier, tout simplement. Donc, on ne veut pas le laisser trop longtemps comme ça au soleil parce qu'il va y avoir des pertes d'azote. Donc, ici, cette parcelle-là et celle qui est là, l'autre côté des panais, parce que ça, c'est des panais pour la production de semences. Donc, je commence avec un pois. Il a été semé au mois d'avril. Cette année, j'ai été capable de semer mon pois très tôt parce qu'on a eu vraiment un printemps très hâtif. Donc, j'ai semé mon pois le 25 avril à peu près, mais on peut le faire au début mai aussi. Le pois a bien poussé. On est rendu le 15 juin actuellement. Donc là, on va suivre ici avec un sarrasin dans cette partie-là, puis ici, on va mettre de la facélie pour la démonstration. Alors, le sarrasin, j'en ai déjà parlé, c'est une espèce qui est très bénéfique pour nettoyer le terrain, ça aide à la mise en circulation du phosphore. La facélie qu'on va installer ici, je vais la laisser plus longtemps que le sarrasin. Ça fait une jolie fleur bleue, c'est extrêmement intéressant pour les pollinisateurs aussi. Ça donne une floraison qui produit un nectar de très, très belle qualité. Et c'est une plante qui est réputée pour produire beaucoup de matière organique. Donc ici, on va avoir un upgrade dans la matière organique. Il va y avoir un enrichissement du sol en matière organique et ça va être vraiment intéressant. Donc, pour la vidéo, j'ai décidé de mettre de la facélie et du sarrasin après le pois fourragé. Donc, prochaine étape, on va travailler au tailleur pour terminer la destruction du pois fourragé ici. Alors là, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe au niveau racinaire avec le pois fourragé. C'est qu'il y a des petites bactéries symbiotiques fixatrices d'azote qui sont indigènes parce qu'on n'a pas besoin d'inoculer les semences avec la bactérie spécifique. Il y en a dans nos sols. C'est ça qui est intéressant avec le pois fourragé. Et c'était la même chose avec la févrole que j'utilisais les premières années. Donc, si on regarde les racines, on va très bien voir les nodosités, qui sont d'une certaine façon les petites maisons des rhizobiums. Alors, ça nous indique évidemment, quand on voit ça, que
on a de la fixation d'azote. Fait que je vais essayer de ne pas trop briser les racines pour qu'on puisse bien voir les nodosités. Ça fait qu'ici, on le voit vraiment très bien ici. Alors, toutes ces petites boules roses là qu'on voit, ben ça abrite des rhizobiums. Alors, ces rhizobiums-là qui vivent là-dedans, là, ils ont une capacité très élevée de fixation d'azote atmosphérique. Donc, l'air est composé de 80% d'azote, mais les plantes ne sont pas capables d'utiliser cet azote-là. Donc, il y a des bactéries libres qui vivent dans le sol qui s'appellent des azotobactères, qui ont la capacité de transformer l'azote de l'air en azote assimilable par les plantes, mais les quantités qui sont fixées ne sont pas suffisantes pour donner des rendements, répondre aux besoins en azote des végétaux. Les rhizobiums associés aux fabacées, parce que là, on parle de la famille des fabacées, hein, les pois, la févrole, le trèfle, le lupin, ça fait partie de la famille qu'on appelait autrefois les légumineuses, mais maintenant, c'est la famille des fabacées, c'est le vrai nom. Bien, ces végétaux-là ont la capacité de s'associer à cette bactérie symbiotique-là qu'on appelle des rhizobiums. Et c'est en cultivant des fabacées comme engrais verts qu'on arrive à enrichir notre sol en azote. Alors, ce qui se passe, c'est que les bactéries fixent de l'azote atmosphérique. Cet azote-là se dissémine dans la tige, dans les feuilles, et quand on enfouit la fabacée dans le sol, bien, le sol se trouve être enrichi en sels d'azote parce que quand la fabacée va se décomposer, bien, ça va libérer des sels d'azote. On va suivre ici avec du sarrasin. Donc, le sarrasin, quand il va se développer, il va récupérer cet azote-là, il va le préserver en le fixant dans ses organes aériens et souterrains. Quand on va enfouir le sarrasin, bien, le même azote va se retrouver dans le sol, il va être minéralisé, puis on va suivre avec un seigle ou de l'avoine. Donc, la poacée, c'est la famille des poacées, là, le seigle et l'avoine, récupèrent les éléments nutritifs issus de la décomposition du sarrasin, puis là, c'est fixé pendant toute l'automne, puis dans le cas du seigle, comme il survit à l'hiver, bien, c'est fixé jusqu'au printemps suivant. Donc, on n'a pas de perte d'éléments nutritifs, et de cette façon-là, on a un enrichissement du sol en éléments minéraux qui est quand même assez substantiel. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà pour les rhizobiums. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en marche le taille-herbe, hein, communément appelé le weed eater, et je vais détruire ce qui me reste ici de pois fourragers. Évidemment, quand on travaille avec le taille-herbe, c'est très important de mettre des lunettes de protection que voici. Et puis, dernière chose, Léandre, tu m'as fait penser que au lieu de travailler avec un weed eater qui a des fils de plastique pour couper la végétation, on peut travailler avec une lame. Tout simplement. Donc, avec mon ami Martin qui travaille chez nous, je vais lui demander s'il ne peut pas faire ce travail-là avec sa débroussailleuse. Et de cette façon-là, je n'aurai pas de résidus de plastique dans mon jardin, ce que je déteste. Alors, voilà le taille-herbe électrique. C'est ça qui est le fun avec l'outil qu'on utilise. C'est que j'utilise pas de pétrole et j'essaie d'utiliser le moins de pétrole possible dans tout mon jardin, dans toutes mes opérations. Donc, je l'ai bien expliqué, on essaye de tailler l'engrais vert en segments d'à peu près 20 cm pour essayer d'éviter que ça prenne dans les dents de ma moto-bêcheuse. Donc, j'y vais, j'attaque. Alors voilà, c'est terminé pour ça. On est rendu maintenant à procéder au semis de facili ici et de sarrasin de l'autre côté. Alors, ici, dans cette petite parcelle, je vais procéder à un semis de facili. Donc, c'est une plante que j'aime beaucoup, qui produit une fleur bleue, je l'ai déjà mentionné, bonne production de matière organique. Donc, on va semer ici, puis on va donner un petit coup de moto-bêcheuse qui va nous permettre d'enfouir les résidus de pois
J'ai fait une application de cendre ici parce que c'est une parcelle. Je fais un retour aux 4 ans. Donc, mon jardin est divisé en 4, donc je mets de la cendre ici cette année. Après ça, je vais aller dans l'autre section. On fait les 4 sections, puis je vais revenir ici dans 5 ans. Donc, un petit peu de cendre pour entretenir le pH. Alors, c'est pour ça qu'il y a une coloration un peu spéciale, là, je voulais le spécifier. Donc, la facélie, au niveau du semis, c'est petit, c'est comme le trèfle. Donc, le sarrasin, on va le voir tantôt, je le sème comme ça. Mais la facélie, si je veux bien répartir, j'y vais avec mes doigts comme ça. Puis je regarde un tout petit peu où ça tombe pour essayer de répartir le plus possible mon semis, comme ceci. Fait que je vois les semences tomber, ça rebondit au sol. Donc, ça me permet de contrôler la densité de mon semis. Alors, le taux de semis pour la facélie, c'est 100 grammes au 100 mètres carrés ou 10 grammes au 10 mètres carrés. Mais j'y vais beaucoup à l'œil, tu sais, parce que quand on fait un semis à la main, comme je le fais, tu sais, on n'est pas aussi précis dans la densité du semis. Si j'avais un semoir, tu sais, on peut vraiment contrôler. Mais là, comme avec le sarrasin, c'est ça, je vais y aller manuellement, donc j'y vais un peu à l'œil. Je regarde la quantité de semences, mais je pense que je respecte pas mal le taux de semis, là, si je regarde ce qui reste de semences dans mon contenant, là. Fait que quand tu vas revenir, Léane, là, ça va tout être bleu ici. Alors, la facélie, c'est fait. Je vais déposer les semences ici. Et là, on va aller dans la section derrière les panais pour procéder dans cette parcelle à un semis de sarrasin. Alors, le sarrasin, hein, belle semence noire, sarrasin avec lequel on fait les fameuses galettes. Donc, c'est plus facile que la facélie à voir. Donc, en bordure, tu sais, je m'assure qu'il y en a en bordure, donc je ne vais pas lancer les semences au loin. Donc, je fais ma bordure ici pour être sûr qu'il y en a partout. Et là, à partir d'ici, je vais pouvoir lancer devant moi. Donc, le taux de semis pour le sarrasin, l'avoine, le seigle, le pois fourragé, c'est 3 kg au 100 mètres carrés. Donc, on garde ça en tête, 3 kg au 100 mètres carrés. Quand les semences sont plus petites, comme la facélie, le trèfle, ben, la quantité est moindre. Alors, j'y vais plus en avant de moi. Ça me permet de bien répartir la semence en lançant. C'est vraiment le geste du semeur, hein, ce geste-là. Alors, j'aime ça, faire ça. C'est vraiment un beau moment dans mon année quand je procède à des semis de sarrasin, à des semis d'avoine, à des semis de pois. J'en mets toujours un petit peu plus que ce qui est recommandé pour essayer d'avoir une belle densité. C'est pas ça qui coûte cher, les semences de sarrasin ou d'avoine. Donc, on peut se permettre d'en mettre un petit peu plus. Et voilà, c'est terminé, 3-4 kg au 100 mètres carrés. Alors, on a passé le tailleur dans le pois fourragé. On a mis de la cendre, parce qu'il y en avait besoin. Puis, on a fait un semis de facélie. J'ai la chance d'avoir une motobêcheuse qui m'économise énormément de temps. Mais louer une motobêcheuse, pour une journée, ça coûte 80 $ plus les taxes, c'est 100 $. Donc, ça augmente le coût, les coûts du jardin. Là. Fait qu'on peut toujours faire des engrais verts et travailler manuellement. Alors, tantôt, j'ai travaillé avec le tailleur pour tailler, couper le pois fourragé. Mais ça peut se faire à la cisaille, tout simplement, avec une cisaille. On coupe en segments de 20 cm, puis le tour est joué, ça fonctionne. Une fois que c'est coupé, bien, il faut enfouir la semence, parce que si on laisse la semence de facélie, là-bas, ça va être du sarrasin, à la surface, bien, quand il va pleuvoir, la graine elle va germer, puis après ça, le soleil va plomber dessus, puis le germe va sécher. Donc, il faut enfouir la semence si on veut que ça s'installe. Donc, si on n'a pas de motobêcheuse, puis on ne veut pas en louer une, puis qu'on a des petites surfaces, on peut travailler avec une griffe robuste. Ça, c'est ma griffe robuste, elle est large, elle est forte. C'est sûr que, tu sais, c'est du travail, mais ça fait un job. Mais ça ne fera pas la même job qu'avec la motobêcheuse, tu sais. Ça se fait, par contre. On peut y arriver. J'enterre les graines, puis j'enterre un tout petit peu le pois, mais il n'est pas bien enterré à mon goût, là. Fait qu'on peut le faire comme ça.
on peut aussi travailler avec une fourche à bêcher. Ça, c'est une fourche qui permet de travailler le sol. C'est sûr qu'on va un peu plus en profondeur, donc on peut y aller comme ça. Comme ça. Mais il faut faire attention parce que la graine de facélie est petite. Donc, si on met trop de terre par-dessus, ça ne gênera pas non plus. C'est pour ça que la griffe, elle fait quand même un travail intéressant. Donc, on peut le faire comme ça aussi. Mais moi, j'ai une motobêcheuse parce que si je n'avais pas de motobêcheuse, je ne pourrais pas faire un jardin de 2 heures. La motobêcheuse, je l'utilise le moins possible. J'aime pas ça, ça fait du bruit. Ça utilise de l'essence, ça fait de la pollution, ça émet du gaz carbonique. Mais je vous dirais que j'utilise ma motobêcheuse peut-être 8 à 10 heures dans l'année. Je l'utilise au printemps pour défaire la croûte parce que le sol se compacte un tout petit peu pendant l'hiver. Donc, pour ameubler le sol au printemps. Et quand j'applique mes composts et mes fumiers sur les planches, je donne un petit coup en surface de motobêcheuse pour incorporer compost et fumier. Parce que si on le laisse en surface, on a des pertes d'azote. Et j'utilise évidemment ma motobêcheuse pour les engrais verts. Donc, quand je fais un semis de sarrasin, par exemple, ou de pois au printemps, bien, je fais le semis à la volée, mais je donne un petit coup de motobêcheuse pour enterrer la graine. Je ne vais pas faire des grandes surfaces avec ma griffe ou avec ma fourche. Ça n'a pas de bon sens, ça serait trop long. Donc, la motobêcheuse, selon la façon qu'on l'utilise, a fait vraiment une job impeccable. Donc, je dépense 10-12 litres de pétrole par année pour faire ce jardin-là. Donc, c'est une très maigre dépense de carbone, très maigre émission de carbone. Si on considère la quantité de carbone que je séquestre par mes apports de compost, par mes plantations d'arbres, etc., bien, évidemment, au Jardin du Grand Portage, on séquestre davantage de carbone qu'on en émet. Donc, ça me permet d'utiliser ma motobêcheuse sans trop me sentir coupable. Alors, je vous présente la machine. C'est une motobêcheuse John Deere. Ça ne fait plus, cherchez-en pas. C'est une bonne machine, c'est solide. La traction des roues est indépendante de celle des dents. J'adore ce modèle-là. Évidemment, il y a plein de modèles en circulation sur le marché, mais j'ai un petit faible pour les Honda. C'est bien fait, c'est de la bonne ingénierie et le prix est abordable. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir la motobêcheuse et je vais aller enfouir les graines de facélie. Donc, je vais passer vraiment en surface. Il ne faut pas que j'aille en profondeur parce que c'est une petite semence. Donc, il ne faut pas que la semence ça se retrouve à 8 cm de profondeur parce que ça ne germera pas. Et de l'autre côté, je vais enfouir la semence de sarrasin qui est un peu plus grosse. Donc, je vais pouvoir aller un petit affaire plus profondément. Mais le secret avec la motobêcheuse, c'est jamais aller en profondeur. Donc, j'arrive à appliquer, malgré l'utilisation de la motobêcheuse, le principe du travail minimum de sol. Je l'utilise le moins possible. Alors voilà, le travail est fait. On a enfoui le pois fourragé, on a enfoui superficiellement les semences de sarrasin et de facélie là-bas. Cet après-midi, je vais mettre un gicleur parce qu'il n'annonce pas de pluie pour un petit moment, puis je veux que ça germe le plus rapidement possible. Donc, quand on veut accélérer les choses, on a un gicleur, on a de l'eau, on peut l'installer. Je voulais juste te montrer ici, Léandre, une belle petite parcelle de sarrasin ici que j'ai établie entre 2 rangées de vignes. Alors, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que j'avais pas de culture à établir là et je veux démarrer une nouvelle fraisière. Donc, quand je vais avoir terminé ma récolte de fraises cette année, je vais installer 2 rangs de fraises ici avec les stolons qui vont se développer. Donc, ça, c'est pour préparer ma fraisière. Un engrais vert de sarrasin que j'ai établi autour du, je te dirais, 20 mai à peu près que j'ai semé ça. Et puis, je vais l'enfouir. Une semaine après, je vais établir des fraises. Donc, le sarrasin peut être utilisé
à différents endroits pour différents objectifs. Là, je vais aller te montrer ma parcelle de concombre où j'ai fait du pois fourragé en culture dérobée au printemps. On va parler de ça un tout petit peu. J'ai mentionné qu'on pouvait faire des engrais verts dérobés. Ça, c'est des engrais verts qu'on établit avant une culture ou après une culture. Et puis, ici, c'est du concombre sous mon filet anti-insectes parce qu'on protège le concombre de la chrysomèle rayée du concombre. Mais ici, au mois d'avril, j'ai établi du pois. On en voit, il y a du résiduel là, de pois. Donc, toute la planche ici, qui fait à peu près 1,5 m de large, a été établie en pois. Et les concombres, on les établit à peu près au début de juin, donc 4 jours avant l'établissement de mes plants de concombres, j'ai enfoui mon pois, puis quelques jours après, je suis venu préparer mes fosses de plantation, puis j'ai transplanté mes concombres. Donc, ma parcelle est enrichie en azote. Et dans les engrais verts dérobés, on a également la possibilité de faire des engrais verts après une culture. Alors là, il y a l'ail. Alors, l'ail, on récolte l'ail à la fin juillet ici. Donc, c'est des parcelles qui sont libérées de leur culture. Donc, sur ces parcelles-là, je vais mettre de la laitue, je vais mettre du bok choy, je vais mettre des épinards, des cultures d'automne, du radis d'hiver, mais j'en mettrai pas partout. Donc, je vais faire une culture de sarrasin sur 1 ou 2 planches. Donc, ça s'appelle des engrais verts dérobés. OK, là, on va aller voir ce qu'est un engrais vert intercalaire. Donc, on va faire un petit semis de facélie entre mes plants d'oignons pour la production de semences. Alors, suis-moi. On va d'ailleurs passer à côté d'une autre parcelle de pois fourragé qui a été établie en même temps que celui qu'on a détruit tantôt. Donc, le pois fourragé, la semaine prochaine, on va passer le taille-herbe dedans, puis on va faire un semis de sarrasin ici aussi. Alors, le principe des cultures intercalaires, des engrais verts en culture intercalaire, c'est d'établir des engrais verts entre des cultures établies. Alors ici, c'est de l'artichaut avec des laitues. Donc, quand les laitues vont être récoltées entre mes plants d'artichaut, je vais faire un semis d'avoine ici. Donc, l'avoine est une excellente culture intercalaire. On va le voir quand tu vas revenir au mois d'août. Mais là-bas, ici, ce sont mes oignons rouges de Saint-Didace pour la production de semences. Ça fait qu'on voit les boutons floraux ici. Ça, c'est des bulbes que j'ai installés ici. Puis, regarde, Léandre, il y a de la place pour mettre de la facélie ici. Donc, je fais un petit semis de facélie comme ça au travers de mes plants d'oignons pour la production de semences. Alors, je fais un peu la même chose que j'ai faite sur le résidu d'engrais vert. J'installe mes graines de facélie un petit peu partout comme ça, à la main, en faisant attention de répartir le plus uniformément possible. Et là, évidemment, je ne pourrai pas passer le rotoculteur là-dedans parce que je vais maganer mes plants d'oignons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'enfouissement tout simplement avec la griffe. Donc, ça va très bien se faire. Donc, je prends ma petite griffe Gardena comme ça et je travaille mon sol comme ça, juste pour enterrer ma graine de facélie. Donc, un petit binage de surface comme ceci et le tour va être joué. Ici, je vais attendre la pluie, par exemple. Je ne mettrai pas de gicleur parce que les oignons n'aiment pas l'eau froide. Puis là, ils commencent à être à un stade où ils peuvent être sensibles à la maladie. Donc, je vais attendre qu'il pleuve. Il annonce de la pluie jeudi. Fait qu'on va espérer qu'elle vienne. Donc, voilà. Alors ici, Léandre, j'avais une parcelle inoccupée. Donc, j'aurais pu mettre des pommes de terre, évidemment, j'aurais pu établir quelque chose, mais ça faisait longtemps qu'ici, j'avais pas cultivé d'engrais verts. Et ça fait longtemps que j'entends parler du trèfle incarnat, qu'on appelle aussi le trèfle cramoisi, qui est une fabacée très intéressante parce que la floraison est rouge grenat. C'est un beau rouge. Ça fait que ça va me faire une tache de rouge ici. Je l'ai déjà semé. On voit comment ça lève. C'est petit, hein? C'est des petites graines. Je l'ai montré tantôt. Fait que là, c'est en train de partir, là. C'est vraiment décollé. Donc, on va avoir ici un beau tapis de trèfle incarnat. Le trèfle incarnat, c'est
une culture très intéressante pour les cultures intercalaires avec les céréales à paille, comme le blé, le seigle, l'avoine. Là, ceux qui sont en grosse production, qui veulent travailler en bio, ils peuvent mettre ça entre les plants. Ça fait un beau couvre-sol, c'est un fixateur d'azote. C'est vraiment une culture très intéressante. Le taux de semis, c'est 250 grammes. Je veux juste être sûr de ne pas me tromper au 100 mètres carrés. 250 grammes au 100 mètres carrés ou 25 grammes au 10 mètres carrés. Donc, j'ai semé comme la facilie un tout petit peu avec mes doigts comme ça, puis j'ai donné un coup de griffe ici. Puis il y a eu de la pluie tout de suite après, ça fait que là, c'est en train de s'installer. Et quand tu vas venir, mon cher Léandre, on va avoir un beau tapis ici de trèfle cramoisi avec des fleurs rouges pétantes. Alors, on se voit dans 1 mois et demi à peu près. Au plaisir. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.